Là, vous l'aurez compris aujourd'hui, le genre, c'est la comédie italienne. Alors, qui est une drôle de comédie italienne. C'est évidemment un des genres phares du cinéma italien des années 60 et 70. C'est peut-être même, sans doute, le genre qu'on a le plus retenu quand les gens parlent de l'âge d'or du cinéma italien. Dans leur esprit, ils pensent évidemment à la comédie italienne. Parce qu'il y a une série de films qui s'appelle, évidemment, Le Pigeon, Affreux, sale et méchant, Nous sommes tant aimés, Pauvre mais beau. On pourrait faire la liste, elle est évidemment immense, qui incarne la comédie italienne, qui a été un genre, mais j'y reviendrai, extrêmement actif et très très fécond. Et donc, la comédie italienne, généralement, on a l'habitude de la dater en gros entre 58, qui est l'année du Pigeon de Mario Monicelli. C'est là qu'on dit qu'il y a une nouvelle comédie italienne qui arrive, ce qu'on appelle la comédie à l'italienne des années 70. Elle s'ouvre officiellement, si vous voulez, avec le Pigeon en 58, ce qui est vrai de loin comme toujours, et de près ça l'est un tout petit peu moins. De près, quand vous regardez un peu ce qui se passe à la fin des années 50, il y a déjà des cinéastes qui commencent à faire des films qu'on pourrait rattacher à la comédie italienne, et notamment Dino Risi. Dino Risi, en 56, il fait un film qui s'appelle Pauvre mais beau. J'y reviendrai parce qu'on a beaucoup accusé à l'époque Dino Risi d'avoir, avec ce film, un peu trahi l'héritage du néoréalisme, ce qui évidemment n'était pas le cas. Et il a réalisé, lui, 2 ans avant, un film qu'on pouvait déjà rattacher à la comédie italienne. Donc 58, c'est Le Pigeon. Alors pourquoi Le Pigeon est un film important? Parce que c'est un film évidemment qui fait le passage de relais, mais très, très littéralement dans le film. Vous avez tous vu Le Pigeon, j'espère. Bon. Et qui fait le passage de relais entre une ancienne génération, si vous voulez, incarnée par Toto, et une nouvelle génération incarnée par Mastroianni, Vittorio Gassman, etc. Donc c'est un film qui effectue le passage de relais, on pourrait dire, entre 2 conceptions et 2 époques du cinéma italien, de la comédie italienne. Et la comédie italienne va se développer terriblement dans les années 60 et va, on pourrait dire, aller jusqu'au milieu des années 70, mais en se teintant d'une humeur un peu plus triste, un peu plus mélancolique, un peu plus dépressive. Ce qui est notamment le cas de Dino Risi. Alors, quand on parle de la comédie italienne, il y a beaucoup de films, évidemment des centaines. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont touché à la comédie italienne, mais il y a 4-5 cinéastes qui l'incarnent, on pourrait dire exemplairement. Parmi ceux-là, il y a évidemment Mario Monicelli, il y a Luigi Comencini, vous avez peut-être vu L'Argent de la Vieille, Le Grand Embouteillage, Un adolescent à Venise, Pinocchio, c'est lui d'ailleurs. Bon. Ettore Scola, évidemment, sachant que peut-être ces 2 films les plus connus sont sans doute Nous sommes tant aimés, Affreux, sale et méchant, pour le faire court. Pietro Germi, qui a été un cinéaste un tout petit peu moins connu, mais qui a fait dans les années 60 une comédie très axée, on pourrait dire, sur la critique du régime un peu patriarcal dans des films qui s'appellent Séduite et abandonnée. Ces Messieurs dames sont des films passionnants. C'est plus, on pourrait dire, une comédie qui s'attaque aux mœurs de la Sicile, si vous voulez. Il y a Mario Monicelli, peut-être le plus connu de tous, évidemment. Et puis, alors, Mario Monicelli, c'est La Grande Guerre, Nous voulons le colonel, L'armée Brancaleone, etc. Et puis Dino Risi, qui personnellement est mon préféré. Dino Risi, c'est lui qui a tourné, donc c'est quelqu'un qui est né en 1917 précisément, donc voilà, et quand il tourne en 61, Une vie difficile, c'est pas un jeune cinéaste, il en a déjà tourné 11 ou 12 me semble-t-il, je crois que c'est son 13e film, Une vie difficile. Alors Dino Risi, c'est intéressant parce que de toute cette bande-là, et d'ailleurs on y reviendra après, parce que une des questions intéressantes qu'on peut se poser sur la comédie italienne, c'est que on a souvent l'impression que ce sont des films interchangeables. Ou en tout cas que Dino Risi aurait pu signer Les Monstres, un film de Scola, que Scola aurait pu signer des films de Monicelli. On n'arrive pas forcément très bien à voir quelle est la spécificité de chacun de ces cinéastes-là. On confond un peu, ça c'est Risi, ça c'est Monicelli, ça c'est Comencini. Et pourtant, il y a des différences, il y a des humeurs différentes. Un film de Monicelli, c'est pas un film de Dino Risi. Et ça, j'y reviendrai parce que moi, c'est un des trucs qui me semble les plus intéressants sur l'analyse de la comédie italienne, à quoi on reconnaît un film de Dino Risi et en quoi c'est un film de Risi n'est pas un film de Monicelli. Donc il y a dans la comédie italienne évidemment un effet de bande, c'est très important ça, parce qu'il y a c'est à la fois des cinéastes évidemment, mais ce sont des acteurs. Vous connaissez tous Manfredi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Mastroianni, il y en a comme ça une série. Alberto Sordi, qui joue là le rôle principal d'Une vie difficile, étant à mon avis un des plus grands acteurs du cinéma italien 70, qu'à l'époque la critique italienne un peu intellectuelle de gauche méprisait, et en France encore plus. Serge Danet a écrit dans les années 80, mais comment est-ce que les Italiens peuvent préférer Alberto Sordi à Anna Magnani? Pour lui, c'était vraiment un crime absolu, et Sordi est un génie. Vous allez voir dans ce film ce qu'il arrive évidemment à faire, acteur d'origine romaine, c'est important. Et donc on a une bande, si vous voulez, de cinéastes qui ont chacun fait des films à la fois appartenant à ce genre qu'est la comédie
italienne, mais avec des humeurs un petit peu différentes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne après. Hein. Et Une vie difficile, donc, que vous allez voir, c'est sans doute un des chefs-d'œuvre du cinéma italien. Et là, je rattache même pas ça à la question de la comédie italienne. C'est souvent un des chefs-d'œuvre du cinéma italien. C'est un film qui date de 61. Et qui raconte, mais comme les grands films de la comédie italienne, qui raconte en fait, qui essaie de brasser l'histoire de l'Italie, on pourrait dire, de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 60. Hein. C'est à peu près ça, la période que va couvrir Dino Risi. Et moi, il me semble que quand on veut comprendre et connaître l'histoire de l'Italie, le plus grand témoin de l'histoire de l'Italie dans les années 50, 60, 70, ça a été évidemment la comédie italienne. Hein. C'est là que l'histoire de l'Italie, que l'humeur de l'Italie, que ses impasses, ses problèmes, etc., sont le mieux passés. Beaucoup plus, évidemment, que dans des films de Fellini ou d'Antonioni. C'est dans la comédie italienne qu'on comprend et qu'on voit l'histoire de l'Italie. Alors là, donc, Une vie difficile, donc avec Alberto Sordi qui joue le rôle principal, Léa Massari qui joue le rôle principal féminin. Et vous allez voir, c'est un des plus beaux films du monde, Une vie difficile, et qui contient, je ne vais pas vous le révéler tout de suite, mais qui contient, on pourrait dire, tout ce qui fait, à mon avis, l'intérêt des films de Dino Risi. C'est que ce sont des films, Dino Risi disait qu'il détestait les films militants. Hein. Et d'ailleurs, il reprochait beaucoup à Ettore Scola de s'être engagé dans une voie un peu militante au milieu des années 70. Hein, considérant que Ettore Scola était devenu beaucoup moins intéressant à partir en gros de Sale et Méchant. Et il le disait, Dino Risi, le militantisme m'ennuie à mourir, ça on y reviendra, parce que c'est le contraire des films à thèse, des films de Dino Risi, et c'est des films qui sont toujours installés, on pourrait dire, au cœur de contradictions ou de paradoxes. Hein. C'est toujours très intéressant de savoir ce qu'on pense d'un film de Dino Risi à la fin. Il n'y a pas une lecture univoque. Hein. Il n'y a pas une lecture contre une autre. Il n'y a pas un camp qui a tort contre un autre. Hein. C'est ce qui fait des films qui nous rendent, à mon avis, toujours un peu plus intelligents et surtout qui nous renseignent sur nous-mêmes. Vous savez, pour moi, c'est ça une des puissances du cinéma, c'est qu'à la fin d'un film, on en sait un peu plus sur nous-mêmes et puis sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes. Et je pense qu'un film comme Vie difficile, la façon dont on perçoit le personnage principal, ce qu'il fait pas, son évolution, dit beaucoup de choses évidemment sur nous-mêmes. Donc voilà, j'en dis pas plus, que sinon vous comprenez qu'on est parti pour des tunnels à en plus finir. Voilà, chef-d'œuvre absolu, Dino Risi 61, donc Une vie difficile, et on se retrouve juste après. Bonne projection. C'est un des films qui représente la quintessence de ce que c'est que la comédie italienne. C'est-à-dire un espèce de mélange indécidable entre de la tragédie, de l'ironie, de l'humour, une lucidité absolument incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux films, d'ailleurs, sur ce qu'a été le fameux miracle économique italien dont je vous ai déjà parlé, le boom économique. Il y a eu plusieurs films. C'était un des grands sujets de la comédie italienne, d'ailleurs, ça. La façon dont l'Italie, entre la fin des années 50 et le début des années 60, 57, c'est l'entrée dans le marché commun de l'Italie, et jusqu'au début des années 60, comment l'Italie, en fait, s'est transformée. Hein, c'est vraiment un des grands sujets de la comédie italienne. Il y en a beaucoup, évidemment, notamment la question des mœurs, je sais pas, le célibat des prêtres, les rapports hommes-femmes, les ouvriers, le syndicalisme, La Castrovia va au paradis par exemple, il y a La justice, au nom du peuple italien, un des très très grands films de Dino Risi, je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, mais c'est un film encore plus violent que celui-là, Au nom du peuple italien. Film qui fait en 1974 avec Vittorio Gassman et Ugo Tonazzi. Mais la question du miracle, de ce qu'on appelait à l'époque le miracle économique, le boom, il y a même un film d'ailleurs de Vittorio De Sica qui s'appelle Il Boom avec Alberto Sordi, qui est pour assurer le train de vie de sa femme. Ça, c'est un des grands sujets de la comédie italienne de l'époque. C'est des hommes un peu arnaqueurs, un peu hâbleurs, qui ont voulu profiter on pourrait dire, du miracle économique et qui n'ont pas su, on pourrait dire, assurer le train de vie de leur femme, qui avait des désirs matérialiste de plus en plus important, et dans Il Boom, De Sica pousse le vice jusqu'à faire que Alberto Sordi, qui joue le rôle du mari d'une femme comme ça, en vienne à vendre son œil tout simplement à un patron qui lui rachète extrêmement cher, parce que le patron va être opéré de la cataracte, ça se passe pas très très bien. Alberto Sordi, finalement, bon allez, je vends mon œil. Donc c'est un film très très beau, évidemment, enfin très beau. Un film très, très violent. Et donc cette question-là, elle a été au cœur de la comédie italienne. Il y aurait des dizaines de titres de films qui ont traité ça et qui ont traité évidemment l'enfer économique. C'est-à-dire qu'il y a un film d'ailleurs qui est
contemporain d'une vie difficile que va réaliser Dino Risi un an et demi plus tard, c'est Le Fanfaron. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, avec Gassman et Trintignant, et qui raconte cette fois, on pourrait dire, le versant beaucoup plus euphorique, hein, du point de vue de Vittorio Gassman, cet homme qui passe son temps à draguer, à aller sur des plages, qui entraîne avec lui évidemment Jean-Louis et Trintignant. Et le titre original du Fanfaron, c'est Il Sorpasso, et Il Sorpasso, c'est-à-dire le surpassement. Hein. Comment est-ce qu'à ce moment-là, l'Italie tente de surpasser elle-même, et comment est-ce que chacun tente d'être au niveau de cette espèce de nouvelle donne économique, si vous voulez. Donc Dino Risi, c'est pas le seul évidemment, mais Dino Risi a été vraiment un de ceux qui a le plus traité ça. Mais évidemment, et quand on voit une vie difficile, le miracle économique, il fait un peu la gueule. Hein, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que l'Italie y a beaucoup gagné, en tout cas du point de vue, on pourrait dire, des valeurs, de sa conscience politique, de sa conscience historique, etc. Hein, quand on voit le parcours, c'est ça qui est génial dans Une vie difficile, c'est le parcours de Silvio. Enfin, Alberto Sordi, qui commence comme résistant, partisan, qui édite sa petite feuille de chou avec ses copains, l'étincelle d'ailleurs. Et puis c'est intéressant parce que l'étincelle devient le travailleur. Hein, après la guerre, et le travailleur devient plus rien du tout, hein, petit à petit. C'est une vie difficile, et c'est ça, c'est une traduction très directe, hein, du titre italien qui dit exactement la même chose. Une vie difficile, ça raconte tout simplement l'apprentissage du compromis. Hein, si vous voulez, le compromis allant jusqu'à un moment où évidemment le personnage perd toute dignité. Cette séquence de fin qui est absolument tragique, et en même temps il la récupère un petit peu. Moi c'est ça que je trouve très beau dans ce film-là, c'est qu'on voit, on pourrait dire, la lente descente, hein, aux enfers du matérialisme. L'homme commence, il a des idées, il a une vision, voilà. On voit bien qu'il voilà, c'est un intellectuel de gauche qui a envie d'écrire, de faire son grand œuvre, etc. Et peu à peu, le boom économique arrive, et lui n'a pas envie de prendre le train de ça, contrairement à toute l'Italie du moment qu'il apprend. Hein. C'est très très beau la séquence de l'avant-dernière séquence, lorsqu'il explique, alors qu'il est bourré, donc un peu lucide évidemment, ce que sont tous ces gens qui roulent en Cadillac, qu'en fait ils ont construit leur fortune sur des choses pas forcément très très nobles. Et comme on est en Italie, il y a toujours un cardinal ou quelqu'un du clergé qui vient faire un saut évidemment là-dedans. Hein. Et c'est assez beau parce qu'on voit que ce personnage, le miracle économique ne l'a pas concerné, c'est-à-dire qu'il a voulu rester en marge de ce miracle économique-là au nom de ses idées. Et puis, il y avait le miracle économique, puis il y a sa femme, hein, qui elle a pris complètement le train de ça, et il va tenter de trouver un compromis entre d'un côté ses propres idéaux, et puis de l'autre les désirs de sa femme, hein, ce matérialisme qui gangrène absolument tout, hein, y compris la discussion avec son petit garçon, que je trouve très émouvante, parce qu'on sent bien qu'il ne comprend pas que son petit garçon ne comprend pas. Hein, il se convainc lui-même, mais ça c'est les grands passages de la comédie italienne qui s'illusionne jusqu'à la fin où le rideau tombe, et là il faut faire quelque chose parce qu'évidemment c'est une vie ou 10 ans ou 20 ou 30 ans de mensonges, hein, ce qui est le cas de Silvio. Et à la fin effectivement la goutte d'eau au sens littéral du terme, c'est évidemment l'eau qui reçoit sur la figure, et là il décide de tout abandonner, mais en même temps ce qui est très très beau dans cette fin, et c'est en ce sens-là que c'est une fin qui est typique de Dino Risi par rapport à d'autres cinéastes, c'est que c'est pas du tout. Enfin, c'est une fin qui est très peu réparatrice, quoi, si vous voulez. On pourrait se dire que la gifle que donne à la fin Alberto Sordi à son patron, c'est en fait la gifle qui donne à tous les affronts en retour que lui a subis depuis le début. En même temps, honnêtement, c'est rien du tout. C'est ça qui est beau, c'est que le film s'achève sur une note en demi-teinte. Hein. Au fond, c'est pas parce qu'il a fait ça et qu'il repart à pied, il a retrouvé un peu de sa dignité, mais il a quand même tout perdu. Hein. Et le film nous fait pas croire que faisant ça et que sa dignité va lui permettre de vivre, etc. Sans doute que 2-3 jours après, c'est bis repetita avec sa femme, et qu'à nouveau il est pris dans cette espèce d'engrenage où qu'est-ce que je fais, mes idéaux, ou alors je deviens le type un peu momifié. Vous avez vu à la fin quand il arrive à l'enterrement, hein, que tout le monde veut que je sois. Et j'aime beaucoup ça chez Dino Risi, c'est que on pourrait dire qu'il y a un petit retour, voilà, à la fin il prend conscience de ça, c'en est trop, il donne une gifle, et en même temps c'est rien du tout, au fond, cette gifle, par rapport à tout ce qu'il a subi depuis le début, et tout ce qu'il va sans doute subir après. Ce qui me permet de dire d'ailleurs quelque chose par rapport à l'état d'esprit des films de Risi, qui sont des films globalement beaucoup plus sombres que ceux de ses collègues de la comédie italienne de l'époque, de gens comme Monicelli ou comme Scola ou comme Encini ou Germi, etc. C'est que
Rizzi, c'est quelqu'un, et je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu sa filmographie, mais à partir du milieu des années 70, il va faire des films beaucoup plus sombres, Dino Rizzi. Il y a Au nom du peuple italien en 74, et puis il fera des films comme Âme perdue, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film avec Gassman, Fantôme d'amour, avec Romy Schneider et Marcello Mastroianni, qui est un film extrêmement sombre sur l'histoire d'un homme qui voit revenir un amour de jeunesse sous les traits d'un fantôme, qui est joué par Romy Schneider, évidemment. Et il va faire des films beaucoup plus tristes, mais complètement mélancoliques, on pourrait dire. Et c'est intéressant parce que quand on pense au nom de Dino Rizzi, on se dit toujours oui, mais c'est quelqu'un qui a fait de la comédie. C'est pas vrai. Il a fait des comédies, mais il a fait aussi des mélodrames. Hein. Il a fait quelques films qui se sont un peu presque rapprochés du film policier. Et puis il a fait sur la fin de sa carrière des films beaucoup plus tristes que ça. Parce que ce qui est beau chez lui, c'est que la plupart de ses personnages, contrairement à Monicelli, de ce point de vue-là c'est le contraire, terminent seuls. C'est-à-dire que si vous avez vu des films comme Mes chers amis, vous avez sans doute vu Mes chers amis, hein, bon, qui est un film extraordinaire. Mais ce qui est beau dans un film comme Mes chers amis, c'est qu'évidemment le film se passe 13-14 ans après Une vie difficile. C'est qu'on a donc une bande d'amis qui sont un peu les derniers à faire les fanfarons dans une Italie on n'est plus là du tout, au moment justement des années de plomb des années 70, et sont les seuls à faire ce qu'on appelait à l'époque les inganades, qui sont seuls à faire les fous entre eux, alors que tout le monde s'est complètement anémié, plus personne ne fait rien, il reste 4 fous, il y avait un peuple de fanfarons en 62, il n'y a plus que 4 uluberlus en 74, ce sont Mes chers amis. Mais dans les films de Monicelli, il y a toujours le recours à la bande d'amis et au groupe qui nous sauve, on pourrait dire, de la violence du monde, si vous voulez. Hein. Même si on est les derniers à être comme ça, même si toute l'Italie s'est complètement convertie au marché, au consumérisme, etc., 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 il y a quand même une bande d'amis qui fait écran à ça. Et ça, la bande d'amis, qui est quelque chose qui est... Enfin, Le Pigeon étant un film là-dessus. À la fin, on n'a pas réussi à faire le cambriolage, on mange un plat de pâtes entre amis, et au fond, le fait de se retrouver entre amis à la fin, là on est en 58, permet aussi, au fond, on pourrait dire de faire écran hein, par rapport à un monde, à une Italie qui est en train de changer. Chez Dino Rizzi, absolument jamais. Il n'y a pas d'effet de groupe chez Dino Rizzi. C'est vraiment un cinéaste de la mélancolie, on pourrait dire, Dino Rizzi, alors que Monicelli serait beaucoup plus, on pourrait dire, un cinéaste du groupe ironique. Hein, alors que chez Dino Rizzi, pas du tout. Et le plan que vous voyez là, le plan de fin par exemple, il y a 2 plans. Il y a le plan où il est à Viareggio et il crache sur les voitures, qui est une des séquences très célèbres hein, d'une vie difficile, comme dans Mes chers amis, la séquence des claques données sur les voyageurs qui partent en train. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'amuse à donner des claques aux gens qui passent. Bon, mais ce qui est beau, c'est que si vous comparez, vous prenez toutes les dernières séquences des films de Dino Rizzi, la plupart du temps, ça se termine par un homme seul hein, qui repart dans le fond du plan et qui disparaît, seul ou avec sa femme, etc. etc. D'abord, c'est chez Rizzi, à chaque fois, une sorte de déclaration d'amour à Charlie Chaplin. Il adorait Charlie Chaplin, Dino Rizzi. Hein, c'était vraiment un de ses modèles. Pour lui, cette espèce de mélange permanent de comédie et de tristesse. Et cette veine mélo, on la sent en permanence, notamment dans le jeu de Sordi. On est toujours, dans Une vie difficile, on est à 2 doigts de pleurer. Hein, et par moments, évidemment, il y a l'élégance de Rizzi qui fait qu'on part sur un éclat de rire, même si on rit jaune. Mais on est toujours extrêmement proche du mélodrame. C'est ça, quand on parle de comédie italienne, c'est bizarre, parce qu'au fond, il y a de l'ironie, il y a une cruauté, il y a une lucidité, mais on rit toujours jaune dans la comédie italienne. Hein, c'est pas du tout, c'est une comédie, très particulière. Et moi, il me semble que quand on sort de là, on a peut-être le sourire, mais on est quand même un peu plombé quand on voit l'étendue des dégâts, hein, comme par quoi est passé l'homme, on sait en quoi il a cru, les espèces d'idéaux qu'il attendait de défendre, et peu à peu comment, à la fois l'évolution de l'histoire, l'évolution des personnages, on l'ont contraint à faire de plus en plus de compromis pour se retrouver l'espèce de larbin, laquais, un espèce de patron qu'il a combattu évidemment toute sa vie. Et cette fin, elle est typique des films de Dino Rizzi. Hein. C'est qu'au fond, l'homme termine seul. C'est pour ça que, par rapport à la question du groupe dont je vous parlais chez Monicelli, c'est quelque chose de très important. Rizzi, c'est pas la même humeur que Monicelli, c'est pas la même humeur par exemple que Ettore Scola, hein, qui a fait des films de plus en plus, on pourrait dire, politiques et engagés. Ettore Scola, c'est pas la même humeur que les films beaucoup plus sentimentaux de Comencini. Hein, pour ceux, je vous citais tout à l'heure Un adolescent à Venise, mais c'est un film typique de l'humeur de Comencini, ça. Hein, c'est un sentimental, Comencini, alors que Rizzi n'est pas du tout un sentimental. Donc c'est intéressant de voir la différence entre ces différents cinéastes, parce que je vous disais juste avant que le film ne commence, tout le paradoxe de la comédie italienne, c'est que c'est à la fois on pourrait dire un cinéma de la bande,
et en même temps un cinéma d'individualité. C'est un cinéma de la bande parce que à l'époque, tous ces gens-là, parce que là on parle des cinéastes, mais les acteurs, les scénaristes évidemment, travaillaient ensemble sans arrêt, hein, qu'ils étaient tous en gros basés à Rome, même s'ils venaient d'endroits différents. Hein. Dino Risi, c'est un cinéaste qui vient de Milan. Je vous avais déjà dit ça plusieurs fois, notamment en parlant de Visconti qui venait de Milan, mais on voit bien que c'est pas le Romain Monicelli, hein, Dino Risi. Et donc ils étaient tous ensemble à Rome. Et comme à l'époque, il y avait, il faut le rappeler, mais c'était quand même l'âge d'or du cinéma italien, et cet âge d'or-là, ça veut dire aussi un âge d'or économique, il y avait du boulot pour tout le monde. Et donc tous ces cinéastes-là travaillaient beaucoup ensemble, s'échangeaient des idées. Ils allaient chez Scola qui préparait un scénario avec Alger Scarpelli, et puis Risi leur donnait une idée, et puis on retrouvait une idée de Comencini chez Dino Risi. Rappelons que Risi avait failli réaliser Les Monstres, et finalement Risi n'a pas voulu le faire, et c'est Monicelli qui l'a fait. Donc il y avait un côté interchangeable, on pourrait dire, tous ces gens, entre ces différents membres. Et tous l'ont vraiment raconté, cette idée que ça ne dérangeait pas du tout de s'échanger des idées, de répliques, des gags entre eux, des personnages, des acteurs évidemment. Et en même temps, ça c'est l'effet de bande, et en même temps, ils avaient tous une personnalité très particulière. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est quand même des gens qui ont beaucoup tourné. Hein. Risi, il a fait, quand même fait, je crois, 56, 58 films, je ne sais plus, il faudrait voir. Mais il a commencé à tourner, on est tout début des années 50, jusqu'au milieu des années 90. Après, il a fait des choses à la télévision, mais il a quand même une carrière où il faisait à peu près entre 1 et 2 films par an. C'est quelque chose d'absolument vertigineux, la production de Dino Risi. Et on voit bien qu'il y avait à chaque fois chez ces gens-là, on peut dire des humeurs et des façons d'être qui étaient complètement différentes, hein, si vous voulez. Et c'est ça que, quand je vous disais tout à l'heure, ce qui est extraordinaire avec la comédie italienne, et moi je pense qu'Une vie difficile, c'est un des plus grands films pour ça, c'est qu'on voit l'évolution de l'Italie. Évidemment, après, il y aura plein de films qui traiteront dans le détail ce qui s'est passé avec le Parti communiste, l'attentat de Togliatti, vous avez vu, hein, en 1948, quand il est pris par hasard là-dedans, au moment de l'insurrection. Il y a plein de moments un peu clés de l'histoire de l'Italie. Mais on voit surtout comment est-ce que la comédie italienne a documenté en fait, une série d'oppositions à l'intérieur de l'Italie à l'époque, à la fois évidemment des oppositions politiques, mais des oppositions aussi très très fortes entre le Sud et le Nord. Vous avez vu cette réplique à la fin, hein, les paysans qui viennent de Calabrese qui ont tellement faim qu'ils sont prêts à manger leurs oreilles avec du sel. Hein. L'éternel conflit nord-sud en Italie, ça c'est quelque chose qui a nourri énormément de films. Je pense notamment à un film très très beau dont je vous avais peut-être déjà parlé qui s'appelait I Magliari de Francesco Rosi, hein, qui raconte l'histoire de ces paysans venus du sud de l'Italie et qui montent pour tenter de faire fortune d'abord à Milan et puis à Hambourg, comme Rocco et ses frères, hein, de Visconti en 63, qui raconte exactement la même histoire. Et quand on voit Une vie difficile, il n'y a pas beaucoup de cinématographies qui ont eu une telle lucidité, hein, sur l'évolution à la fois de la société et de leur mode de vie, hein, en l'espace de 15 ou 20 ans, parce que c'est à peu près la période que couvre la comédie italienne. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle s'arrête, cette comédie, à la fin des années 70. Il y a quelques queues de comètes, hein, quelques derniers films qui se feront fin 70, début 80. Et puis après, c'est la raille, et puis autre chose, et Berlusconi et le système de production italien qui s'effondre de façon extrêmement violente. Hein. En 4-5 ans, l'Italie, son cinéma a complètement changé de visage. Ça a été le plus grand cinéma du monde, et en l'espace de 2-3 ans, c'est plus rien du tout, quoi. Et ça, c'est la réalité du cinéma, évidemment, italien. Et c'est assez beau de voir les derniers films de cette comédie italienne-là. Hein. Nous sommes tant aimés. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors c'est intéressant parce que le personnage que joue dans Nous sommes tant aimés, Nino Manfredi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit bien que l'un des modèles de ce personnage, l'homme aux idéaux, hein, qui finalement termine nulle part, c'est évidemment Alberto Sordi dans Une vie difficile. Hein. C'est un film qui a beaucoup compté, Une vie difficile, évidemment pour Risi, mais aussi pour les films italiens. Et je pense que Nous sommes tant aimés, moi, je préfère Une vie difficile à Nous sommes tant aimés, mais je pense que c'est une réponse 14 ans plus tard, on pourrait dire, à Une vie difficile. C'est vraiment deux films qui fonctionnent presque en tandem, quoi. Tous les deux, c'est le Scola et le film de Dino Risi. Donc, la comédie italienne, c'est vraiment la période 58-78, on pourrait dire, qui est, on en a déjà parlé, parlant des polars et des différents genres, qui a couvert
voilà, le miracle économique, le sort évidemment des Italiens du Sud par rapport aux Italiens du Nord, la corruption, l'éternel, on pourrait dire, triumvirat, l'homme politique, le patron et le clergé. Ça, c'est la sainte trinité de la critique italienne. Il y a toujours hier soir, je revoyais un autre film italien d'un cinéaste italien qui s'appelle Fernando Di Leo, j'ai peut-être déjà parlé, qui a fait beaucoup de polars formidables, une sorte de Melville italien dans les années 70, et qui tourne à peu près des séquences similaires au film de Risi par moment, qui fait le même constat, mais sur le mode du polar, hein, donc c'est complètement autre chose. Et on voit bien que c'est un genre qui a absolument radiographié, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure, c'est très important quand on veut connaître l'histoire de l'Italie. Évidemment, on peut revoir Le Guépard, formidable, ou Rocco et ses frères, ou plein d'autres films, mais là, on a le miracle économique, la perte des idéaux, la perte de la politique, le début des Brigades Rouges en 70, les années Plomb en 69. On a presque le sentiment, quand on voit ces films-là, d'avoir un cours d'histoire, me semble-t-il, hein, si vous voulez, sur l'histoire de l'Italie, quoi. Hein. Donc c'est. Et je voudrais que vous parliez un peu, parce que je ne veux pas encore refaire des tunnels comme d'habitude. Oui. Oui, absolument, absolument. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est la dernière C'est la dernière apparition de. Il faut rappeler que Dernier Amour, c'est l'histoire d'un acteur, oui, hein, qui est au chômage, qui est vieux, il va dans une maison de retraite, voilà. Un peu comme de ce film de Duvivier qui s'appelle La fin du jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Louis Jouvet, qui termine dans une maison de retraite pour acteur. Et puis là, alors que lui se sent encore, il a encore l'énergie, il a encore envie de continuer à jouer, mais on ne veut plus de lui à ce moment-là. Et puis il y a cette jeune... Il y a cette scène déchirante où il présente cette jeune beauté, Ornella Muti, à un producteur de disques ou de cinéma, et il est en train de s'apercevoir que c'est lui qui a l'aventure avec elle, et c'est tout. Et c'est assez déchirant. Et je voulais vous parler aussi du film, finalement, qui est un petit peu, on dirait presque un résumé de tous les films italiens et d'une beauté, qui s'appelle La Grande Bellezza, vous avez dû voir. Et je trouve que aussi, là, on rejoint un peu le personnage, finalement, qu'on a vu dans La vie difficile. C'est un peu, je comprends ça. En même temps, ce qu'il y a chez, disons que c'est Paolo Sorrentino, hein, qui fait ce film, La Grande Bellezza. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez Rizzi et qu'il y a chez Sorrentino, qui se veut lui-même, enfin il se réclame presque comme le continuateur de la grande comédie italienne, prenant à la fois un peu de Rizzi, un peu de Fellini, etc. Oui. etc. C'est que, évidemment, lorsque Dino Rizzi tourne Une vie difficile, il tourne ça en temps réel, c'est-à-dire qu'il raconte l'Italie des années 60, de fin 44 à 61, grosso modo. Là où je suis plus réservé avec les films de Sorrentino, c'est que c'est des films nostalgiques qui n'ont pas du tout le même point de vue. C'est une nostalgie, évidemment, sur un âge d'or, hein, de l'Italie, du cinéma italien. Et moi, je suis toujours un peu gêné avec les films nostalgiques, parce qu'évidemment, il y a un rapport à un passé qu'on enjolive un tout petit peu, ce qu'il n'y a pas du tout chez Rizzi. C'est que ce que j'aime chez Rizzi, c'est qu'on ne le sent pas nostalgique de quoi que ce soit. Hein, oui, le personnage avance, voilà, il a été partisan, il est sauvé de la fusillade par cette femme, etc. Et puis peu à peu le film progresse, mais il n'y a pas cette espèce de nostalgie chez Rizzi. Il y a plutôt la tentative, et c'est ça que je trouve émouvant, mais ça c'est typique de la comédie italienne, enfin des grandes comédies italiennes, de toujours, comprendre tous les personnages. C'est ça qui est beau dans Une vie difficile. C'est que, évidemment, à part peut-être le patron à la fin, etc., il n'y a pas de salaud. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à en vouloir aller à Massari contre Alberto Sordi et à en vouloir à Sordi contre elle. C'est-à-dire que, pour moi, on pourrait dire que s'il y a une éthique de la comédie italienne, et ça c'est quelque chose dont on parle souvent ici parce que c'est important quand on parle de cinéma, c'est ça. C'est-à-dire que tous les personnages ont leur chance. Dino Rizzi, lorsqu'il les filme, il filme toujours de leur point de vue, mais aussi
depuis leur faiblesse. Et Sordi, c'est quelqu'un, il y a plein de moments dans le film, lorsqu'il insulte sa femme, lorsqu'on peut considérer que avoir un idéal, c'est aussi par moments trouver un juste milieu entre l'idéal et le collectif et la famille, etc. On peut considérer que c'est une forme de narcissisme fou que de vouloir être complètement collé à un idéal. Et ce que j'aime, c'est que Rizzi embrasse tous les points de vue à la fois, et on n'est jamais dans le jugement d'un personnage. Ça, c'est pour moi la très grande finesse de la comédie italienne. Ce que je trouve bien dans ce film, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux attachants et déchirants. Et ça, c'est intéressant, parce que souvent, on a tendance dans les films à avoir toujours le bon, le méchant, etc. Et là, on tombe dans... malgré qu'il ait quand même des mots assez durs pour cette... elle est d'une grande beauté aussi, Léa Massari. C'est un de ses premiers rôles, non ? Elle a déjà, non, c'est vrai, elle a déjà joué auparavant, Léa Massari, mais vous avez raison de dire ça, parce que... alors, il y a plein de raisons pour lesquelles... Parce que la comédie italienne, c'est évidemment... d'abord, il faut quand même le rappeler que c'est la... Mais ça, c'est le cas de toutes les grandes périodes de cinéma. C'est la coïncidence on pourrait dire la dimension presque magique d'une rencontre entre une période où il se passe beaucoup de choses, des grands cinéastes, de grands acteurs. Vous voyez, il y a un moment, c'est presque de l'ordre de l'alchimie. Tout ça fait que la comédie italienne va arriver. Donc c'est pour ça que vous prenez Rizzi, Monicelli aujourd'hui, évidemment, le feu d'artifice n'aurait sans doute pas eu de la même façon. Comme toutes les grandes périodes, on a parlé l'année dernière avec le cinéma américain, de cette période là, c'est une décennie, une période, une histoire, des changements politiques, tout ça mélangé font évidemment cet âge d'or. Mais ce qui est à mon avis la caractéristique du cinéma italien et notamment de la comédie, et c'est quelque chose dont on peut penser qu'on s'en est éloigné, hein, et moi il me semble qu'on a beaucoup régressé dans ce type d'intelligence dans le rapport au personnage. Cette capacité à donner à chacun sa chance sans nous donner tout cuit une lecture ou un affect. Moi il y a des moments quand je vois une vie difficile, en fonction des moments où je le vois, je comprends plus ou moins Léa Massari ou Alberto Sordi. Je suis sûr que je le revois dans 2-3 mois, en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que je pense, de mon état, je serais plus enclin à être plutôt du côté de Sordi ou de Massari. Et cette espèce d'ouverture, de disponibilité des films, ça c'est la preuve de leur intelligence. Le film se place, Rizzi, c'est pour ça qu'il est très fin. Rappelons que c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, de psychiatrie, qui a voulu être psychiatre, qui a on pourrait dire un rapport avec la personnalité, la psyché, le mental assez fort. Et ce qui est très très fort chez Rizzi, c'est qu'il se met toujours au centre des paradoxes. Que c'est ça qui l'intéresse. C'est jamais de prendre parti pour un personnage contre un autre. Alors que quand aujourd'hui au cinéma, c'est l'essentiel des films. Je ne sais plus à propos de quel film on parlait de cette question de... Vous savez, quand dans une comédie ou dans un film, on rit, de quoi on rit dans un film ? Ou plutôt, avec qui on rit ? Voilà, pour moi, c'est toujours des questions hyper intéressantes, ça, notamment dans la comédie. Enfin, je ne parle pas de la comédie française d'aujourd'hui, je parle de la bonne comédie américaine ou italienne. La question, c'est avec qui on rit. Et donc, si on rit avec quelqu'un, par moment, on peut rire avec quelqu'un, on peut rire avec le cinéaste, avec un personnage, mais on peut avec un personnage contre un autre. Hein. Et chez Rizzi, on n'a jamais ça. C'est ça qui est très très beau. Il y a une pudeur, on pourrait dire, une élégance. Hein. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça la caractéristique des films de Dino Rizzi, c'est que c'est des films élégants, mais aussi moralement. On est toujours, on ne sait jamais. C'est-à-dire que chacun a sa chance. Que dès qu'un personnage rentre en scène, rentre dans le plan, il a ses raisons. Et après, nous, on en fait évidemment ce qu'on veut, mais c'est ça que je trouve très beau. C'est pour ça qu'une vie difficile, c'est aussi ça le sens du mot difficile dans le titre. C'est pas uniquement parce qu'il est emprisonné, parce que le concours, parce que la guerre. Et non, ce qui est difficile, c'est de mener sa barque aussi. Hein, et c'est toute vie devient difficile évidemment parce que ils ont raison, ils ont tort, on ne sait jamais. J'aime beaucoup il y a une séquence très célèbre aussi lorsqu'à la fin il a bu. Il s'assoit à côté de Léa Massari, il lui fait une grande déclaration d'amour, je vais tout faire pour toi, etc. Plan sur Léa Massari, contre-champ sur les chaussures trouées de Sordi. C'est vachement intéressant ce genre de séquence-là, parce que qu'est-ce qu'on en pense, hein ? Est-ce qu'on a pitié ? Est-ce qu'on considère que Sordi ment ? On est avec les deux personnages à la fois. On sent bien qu'il y a deux idées contradictoires, deux idées, on pourrait dire différentes, qui s'expriment au sein d'une même séquence, et pourtant, on n'est pas avec l'un ou avec l'autre. Oui, il l'aime vraiment, oui, il n'a pas de fric, oui, elle a envie d'être aimée, en même temps,
elle trouve émouvant évidemment qu'ils disent ça, mais le réel, parce qu'en fait tout le problème de Sordi, c'est en permanence comment accorder, vous savez, c'est la phrase du mépris de Godard, hein, substituer à notre désir, au monde, à notre désir, un monde. Non, c'est substituer. Je ne sais plus quelle est la phrase précise. Enfin, c'est substituer, si vous voulez, au monde tel qu'il existe, nos propres désirs. Et le problème de Sordi, c'est évidemment ça. C'est qu'on sent qu'il met toujours de côté le réel. Hein, j'aime bien ce moment avec ton gamin quand il dit « moi, je peux avoir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça hein », puis chut, il enlève tout et j'ai rien pris. Et on voit bien que c'est la confrontation permanente chez lui entre son désir, l'illusion qui se fait de la réalité et la réalité elle-même. Au fond, Léa Massari, c'est toujours la voix, on pourrait dire, du réel. Oui, alors que Sordi, c'est toujours la voie du rêve. Et que la bonne voie, enfin, dans un couple, dans un pays, c'est cette espèce d'équilibre. Hein. C'est comment avoir suffisamment de rêves pour qu'en même temps la réalité et prendre en compte la réalité et pas être complètement du côté de la réalité, ça veut dire le matérialisme, pour qu'il y ait aussi un peu de rêve et d'idéaux. Et on sent que le film, il cherche toujours ce point d'équilibre, et le point d'équilibre, il est exactement, on pourrait dire, au milieu du couple. Hein, on fait un pas à partir de Léa Massari, un pas à partir de Sordi, et là on a le point rêvé que cherche Rizzi, quoi. Et puis je trouve que comparativement aux films français où effectivement les situations ont été exploitées, surexploitées avec l'éventuel amant de Léa Massari, là c'est carrément très sobre. C'est pas le sujet en fait. Bah oui, c'est évidemment. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le sujet de Dino Rizzi, et surtout que c'est pas le sujet pour Léa Massari. Quand elle lui dit à un moment donné, mais moi la question de l'amour, j'en suis plus là. Ce qui est à la fois terrible, c'est une façon de renvoyer dans le néant cet homme qui est devenu complètement instrumentaliste. Ça pourrait être n'importe qui. Il incarne ce fameux boom économique, la sécurité, le matérialisme. Il a un petit tweed, un petit pull au milieu là. Enfin bref, il a tous les codes du type pas désirable, mais au moins dont on sait que ça ne sera pas aujourd'hui blanc et demain noir, quoi. Sordi, c'est le personnage à la fois attachant, mais c'est l'homme de la catastrophe possible à tout moment. L'autre, c'est sûr que il est aussi désirable que la catastrophe n'est pas sûre, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et ça, ce rapport aux personnages, les monstres, hein, il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle les monstres, c'est presque ce qui est le personnage fondateur de la comédie italienne, les inventeurs des monstres évidemment, enfin des films à sketch, et qu'en fait, la comédie italienne, elle filme toujours du point de vue du monstre qu'on a en nous. Voilà. Mais c'est pas le monstre au sens moral, au sens, on pourrait dire, américain, c'est-à-dire au sens puritain du terme, l'autre, etc., ce qu'on combat, etc. Non, le monstre, c'est la part de nous-mêmes qu'on ne veut pas bien regarder, qu'on n'ose pas regarder, etc. C'est ça le monstre. Et Dino Rizzi a toujours dit, le monstre, c'est absolument pas les autres. Le monstre, c'est nous. Et nous, et c'est moi. Hein, c'est ça que la question... Dans la comédie italienne, ce qui est très très beau, c'est qu'on sent qu'on filme toujours du point de vue des monstres, quoi. C'est pour ça que il n'y a pas à être pour ou contre, hein, c'est que chacun a ses raisons en fonction des moments. Et on voit bien que Sordi, qui reste toujours sur la même, jusqu'à la toute fin, sur la même ligne d'idéal, hein, on voit bien que c'est très sympathique au début, et puis à des moments ça l'est beaucoup moins, et puis ça le redevient. Donc ça veut dire que le personnage en tant que tel, au fond, il n'a pas beaucoup de... Enfin, on ne peut pas en dire beaucoup de choses, parce que ce qui compte, c'est l'interaction du personnage avec son milieu. Et quand l'histoire change, quand l'Italie évolue, quand les choses sont en train de bouger, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui, lui, ne change pas, hein? Et c'est un des grands sujets de la comédie italienne, c'est cette question... Enfin, on en avait parlé quand on avait parlé de Violence et Passion de Visconti et du Guépard, et qui était pour lui un des grands drames que constatait Visconti, c'était l'incapacité de l'Italie à changer. Voilà. Hein, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. La fameuse phrase de Tancrède. Et pour lui, il avait diagnostiqué, avec des théoriciens à l'époque, etc., enfin, peu importe, diagnostiqué cette espèce d'immobilisme, mais congénital de l'Italie. Elle est incapable de bouger. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est un des trucs qui intéresse les cinéastes de la comédie italienne, quoi, cette incapacité à se métamorphoser. Il y a un cinéaste italien dont on entend plus beaucoup parler, c'est Alberto Lattuada. Ouais. Alors Lattuada, ça me fait penser, peut-être que je vous l'ai même dit la fois d'avant, il y a un film de lui qu'il faut que vous voyez. Non, enfin, il y a plein. Mais un film qui s'appelle Il Mafioso, ça vous dit quelque chose? Oui, vous avez déjà vu ça, Il Mafioso, hein? Film phénoménal de Lattuada, avec Alberto Sordi, hein,
Il existe en DVD, hein, donc je ne vais pas vous en dire plus. C'est l'histoire d'un homme sicilien, très important évidemment, qui a quitté sa Sicile natale, et puis grâce à un groupe dont on imagine, on va comprendre qu'il était à la fois industriel et mafieux, ou c'est la même chose, a pu avoir un super boulot de contremaître dans une usine de Milan. Donc il monte très très haut, parce que de la Sicile à Milan, il faut remonter. Et un jour, il décide d'emmener sa femme aller visiter sa famille en Sicile, hein, et ses enfants, parce qu'ils ne les ont jamais vus depuis 10-12 ans qu'il est installé à Milan. Et le film raconte comment cet homme va débarquer dans ce petit village de Sicile. On a un sentiment c'est presque un saut dans le temps dans l'Italie. Hein, on est à fin des années 50 à Milan, on a l'impression d'être 150 ans plus tard quand il arrive en Sicile. Hein, c'est un très très beau film aussi sur la confrontation des deux Italies, si vous voulez. Et là, ce petit village va lui demander de maintenant rendre tout ce que la mafia a fait pour lui. Et le film est phénoménal, puisque ça commence comme une comédie italienne pure et dure, et peu à peu ça évolue vers le film de mafia, vers le thriller. Et alors je vous en dis pas plus, surtout pas, mais c'est l'occasion de voir ce film de Lattuada, c'est formidable. Alors pourquoi Lattuada, c'est aussi intéressant, parce que c'est grâce à Lattuada que Rizzi a commencé à faire des films. Parce que Rizzi, je le disais, né en 1926 à Milan, son père est le médecin de la Scala de Milan, c'est lui qui s'occupe des artistes, etc. Et puis un jour, Dino Rizzi, alors qu'il est prêt à faire des études, à devenir psychiatre, hein, c'est ça, a priori, la voie est toute tracée pour Rizzi, et un jour, chez un brocanteur, il va rencontrer un jeune type, enfin un peu plus âgé que lui, qui s'appelle Lattuada. Et Lattuada lui dit, mais pourquoi tu viendrais pas travailler pour le cinéma pour te faire un peu d'argent, assistant réalisateur, régisseur, peu importe. Et ça amuse à ce moment-là Rizzi de tenter le coup. Et c'est comme ça qu'il va commencer en étant assistant réalisateur sur un film d'Alberto Lattuada. Et ensuite, il bossera avec un autre cinéaste important qui s'appelle Mario Soldati à ce moment-là. Et puis après, encore une fois, c'est l'âge d'or du cinéma italien. Il y a du boulot à n'en plus finir. Il faut des scénaristes parce qu'on écrit des films à sketch. Il y a beaucoup d'argent. Il y a 3, 4, 500 films qui sont produits par an. Donc, vous voyez, c'est aussi la santé. Enfin, ça compte cette santé-là du cinéma italien. Ce qui fait que tout le monde travaillait énormément. Les gens faisaient 2, 3, 4 films par an. Hein, quand on voit les filmographies, c'est très impressionnant. Et c'est comme ça que Rizzi va commencer. Il a réalisé son premier film en 52. Et là, on est quand même 10 ans après. Hein, comme je vous disais, c'est déjà son 12e ou 13e film, Dino Rizzi, hein, et il tournera jusqu'en 91. Et toutes ces comédies italiennes ont empêché peut-être certains, comme De Sica ou Rossellini non, pas du tout. Non, pas. Non. D'abord parce que De Sica, il a tourné des comédies italiennes, et puis il a tourné dans des comédies italiennes. Hein. Vous regardez, je pense d'ailleurs, il a tourné avec Rizzi, hein, De Sica, un film assez fou qui s'appelle Sous le signe de Vénus. Je ne sais pas si c'est un film qui vous dit quelque chose. Un film avec De Sica, qui raconte l'histoire d'une vieille fille qui cherche désespérément à se marier dans ce Rome en plein boom économique. Puis un jour, sa cousine débarque. Le problème, c'est alors la femme, c'est Franca Valeri. Je ne sais pas si vous voyez comment cette actrice, qui a été une scénariste aussi, mais qui n'a pas physiquement, c'est pas Gina Lollobrigida, quoi. Et bien, elle cherche à se marier. Et puis une cousine à elle va arriver, et cette cousine a les traits de Sophia Loren. Et donc, ça va être un gros problème pour elle, parce qu'à chaque fois qu'elle sort, elle a sa cousine avec elle, et évidemment, ça fait plus que par avant, si vous voulez. Et ça, c'est un film de Dino Rizzi génial, hein, Sous le signe de Vénus, qu'il a réalisé en 56-57, hein, 4-5 ans avant Une vie difficile. Mais tous les films de Rizzi sont, à mon avis... Mais un des plus forts, pour moi, que Rizzi ait réalisé, dans ce moment là où la comédie devient tellement, on pourrait dire, lucide, voire cruelle, c'est Au nom du peuple italien. Voilà. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, Au nom du peuple italien. Hein, regardez-le, Au nom du peuple italien. C'est un film que Rizzi réalise en 1974 et qui raconte l'histoire d'un petit juge. C'est au moment quand même des opérations main propre, etc. Donc ça, c'est un film qui est très en prise avec ça, qui est un petit juge joué par Ugo Tonazzi dans un rôle extrêmement sobre, toujours habillé en gris, un peu mal dans sa peau, un peu renfermé, etc. Qui un jour va décider de se payer la tête d'un très riche industriel qui est joué par Vittorio Gassman. Et vous savez que Gassman adorait jouer des rôles de salaud. C'était son grand truc. Il était formidable dans les rôles de salaud, Gassman. Il n'a pas joué que ça, hein, mais il a aussi formidable dans les rôles de salaud.
Et donc il pense pendant tout le film que cet industriel-là est responsable de la mort d'une jeune fille, une jeune call girl. Et donc il va tenter d'amasser toutes les preuves contre cet industriel qui cumule à peu près tous les maux d'Italie de l'époque. Il est corrompu, tout ce qu'il a construit s'effondre, le palais de justice s'effondre, il pollue la terre. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une espèce de catalogue négatif, Vittorio Gassman, si ce n'est qu'il a un truc pour lui qu'a pas évidemment Tonazzi, c'est que c'est un homme flamboyant qui a de la faconde, quoi. Tonazzi est un peu tristounet. Et tout le problème du film, ça va être évidemment d'arriver à récupérer la preuve qui éventuellement fera condamner Gassman. Et puis quand Tonazzi récupère cette preuve, il se rend compte que Gassman est innocent. Et là, le film est génial, parce que c'est des retournements qu'on n'a que dans les films italiens. C'est-à-dire que pendant tout le film, on a été du côté du juge hyper intègre, qui veut condamner l'industriel, hyper véreux, etc., etc. Et puis à la fin, on se rend compte que ce type-là a peut-être fait des trucs abominables, il pollue, il corrompt à tour de bras des politiques, etc. Il n'empêche que le cas sur lequel il est arrêté, ce cas-là, il est innocent. Alors c'est très intéressant par rapport à l'époque contemporaine. Et donc on a Ugo Tonazzi qui lui finalement doit choisir entre est-ce que je suis vraiment intègre, auquel cas j'ai là entre les mains cette preuve, qu'est-ce que j'en fais? Soit je la garde, auquel cas je fais preuve de mon intégrité et j'innocente un homme que je déteste, qui pour moi incarne tous les problèmes de l'Italie, ou bien je détruis cette preuve, auquel cas je fais condamner l'homme, pas pour ce cas-là il est innocent, mais dans tous les cas il le mérite bien, tellement il a commis d'actes délictueux à côté. Pour moi, c'est évidemment de dilemme, c'est un truc totalement cornélien, génial, qui est à un moment un des exemples limites de l'histoire de l'histoire de la comédie italienne, où évidemment Tonazzi doit choisir tout simplement entre l'intégrité et l'idéologie. Voilà. Ça s'appelle Au nom du peuple italien. Alors ça, c'est un film terminal pour moi. Et alors je vous raconte évidemment pas. C'est pas possible, mais le dernier quart d'heure est complètement fou. Et là, pour moi, si vous voulez, c'est la très grande force de la comédie italienne, c'est-à-dire comme Une vie difficile, comme La Grande Guerre, on pourrait en citer beaucoup d'autres. C'est que, pour moi, c'est vraiment à l'intérieur de ce genre, qui est un genre plutôt évidemment populaire, qu'à l'époque, que les Italiens, tous les Italiens allaient voir, qui remplissaient les salles. C'est dans ces films-là qu'on a souvent les questions les plus pénétrantes, quoi, les visions les plus profondes, les plus politiques, les plus pertinentes, celles qui ont le mieux vieilli. Alors que vous voyez certains films, par moments, on pourrait dire, un peu engagés de l'époque, ça a quand même pris un sacré coup de vieux, alors que les films de Rizzi, c'est qu'il y a une telle intelligence, quoi, chez lui. Et alors, regardez Le nom du peuple italien, si vous avez l'occasion. Et là, pareil. Là, c'est un film que j'ai montré il y a 2-3 mois, je ne sais plus où. Et donc, il y avait un débat après. Et donc là, j'ai évité, contrairement à ce que je fais avec vous, de parler trop. Vous voyez, donc, je n'ai pas trop parlé. Et la question, c'était, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais je demandais aux spectateurs de se prononcer sur la fin du film. Et c'est extraordinaire parce que les gens, d'abord, s'engueulaient entre eux et n'avaient pas du tout la même lecture de la fin du film. Et donc, c'est formidable parce que, je vous disais au tout début, c'est des films qui nous renseignent sur nous-mêmes, mais ce film-là, exemplairement. C'est-à-dire que, dis-moi avec qui tu es dans Mon peuple italien, je sais tout sur toi. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de films qui résistent, et sachant qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une lecture contre une autre. C'est que le film, justement, ce qui est très très beau, c'est que le jeu est ouvert, quoi. Donc vous pouvez rentrer un peu comme vous voulez. De façon, ce qui est déjà le cas dans Une vie difficile, mais dans Mon peuple italien, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de Nino Rizzi. Là, c'est un niveau qui est complètement vertigineux. Si vous avez l'occasion de le voir, ouais. Alors, là, il y a un monsieur, regardez, il s'est tout de suite levé. Oui, vous voulez dire que la copie n'était pas terrible ? Si, ça allait, mais est-ce qu'on est sûr que tous ces films sont bien conservés Non, bah là, ouais. Alors d'abord, là, c'est une copie, vous l'avez vu au début, c'est une copie restaurée. Voilà, restaurée. Par Giuseppe Rotunno, qui est quand même un grand chef opérateur, c'est l'homme qui a éclairé Apocalypse Now de Coppola. Oui. Alors, est-ce que les films sont bien conservés ? Non. C'est-à-dire que la façon dont... Alors, ça s'est un tout petit peu changé depuis quelques années grâce au centre expérimental de Rome et à la Cinémathèque de Bologne. Mais la façon dont les Italiens ont conservé et traité leur patrimoine, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que, évidemment, il y a Antonioni, Pasolini, Fellini, il y a 5 têtes de pont. Bon.
il y a 40 films, 50 films bien conservés. Il y en a des milliers, dont tous ces films qu'on ne considérait pas à l'époque, qui ont été, soit certains ont disparu dans des copies absolument lamentables, on ne sait plus qui sont les ayants droit. Et d'ailleurs, il faut dire que le patrimoine italien a été sauvé en grande partie, un peu par des Français, pas mal par des Japonais. Les Japonais sont très friands de films italiens de cette époque-là. Et donc l'Italie commence à faire un peu de travail, mais extrêmement faible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été du tout scrupuleux à l'égard de leur propre patrimoine. Par exemple, ce film, on peut le trouver en DVD Oui, ça y est. Oui, depuis quelques années maintenant, mais vous savez, le DVD, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu tellement, on le voit bien là, à chaque fois qu'on fait un film d'un cycle, chaque film, en fait, c'est l'arbre qui cache une forêt de 300, 400, 500 films, hein, chaque genre, c'est pas compliqué. La comédie italienne, le polar, dans un mois, enfin un peu moins, c'est le giallo qu'on va aborder. Là, j'espère que vous serez tous là. Là, ça va être Profondo Rosso, c'est le 8 avril, hein, c'est ça ? 9 avril. Profondo Rosso. Alors, je vous dis pas, titre français, il est horrible. Profondo Rosso de Dario Argento, ça c'est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Hein. Ça, il faut que vous voyez. Vous aurez le droit de m'insulter après si vous n'aimez pas le film. Mais ça, c'est vraiment, il faut impérativement être là. C'est un choc esthétique, c'est un choc tout ce que vous voulez. Donc, mais déjà, pourquoi ? Parce que là encore, ça va être un film qu'on va passer pour illustrer ce qu'on a appelé un autre genre, qui est le giallo. Il y avait le western, le polar, la comédie italienne. Là, on va rentrer dans le giallo. Pareil, le giallo, c'est 300, 350 films. Et en France, en DVD, on en trouve 3-4. Les gens connaissent 2. Hein. Donc, vous voyez, il y a encore un travail absolument colossal à faire sur l'histoire du cinéma italien, évidemment. Et en France, après Henri Langlois, il y en a qui ont pris la suite pour... Où ça ? En France. La suite de quoi ? Pour restaurer les... Non, oui et non. C'est que parfois la Cinémathèque est partenaire de Bologne. En fait, on travaille beaucoup avec Bologne ou avec Turin, qui sont les 2 cinémathèques qui font de la restauration. Mais c'est très compliqué de retrouver parfois des copies. Hein. Et d'ailleurs, très souvent, la Cinémathèque a des moyens que la plupart des salles, évidemment, n'ont pas. Mais il y a certains films qu'on n'arrive pas à projeter. Demander à Jean-Paul, hein, la difficulté entre la liste, les souhaits qu'on a au début du cycle en se disant « je passerais bien ça, et ce qu'on arrive à trouver, c'est très... Par exemple, Dino Risi, il a fait un film formidable qui s'appelle Rapt à l'italienne, 73, qui est un film sur la question du kidnapping par les brigades rouges, etc. Ce grand moment des kidnappings dans l'Italie des années 70. C'est un film absolument introuvable. Hein, très très dur, et je pourrais en citer évidemment beaucoup d'autres. Hein, ce film s'appelle Un bourgeois tout petit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un truc sur l'autodéfense. Hein, impossible de trouver ce film-là. Et pourtant, c'est... Hein, ouais, mais c'est pas un film totalement inconnu. Vous voyez, c'est un acteur très connu... Ouais. Oui, alors c'est vrai, mais... Oui, mais alors je trouve un peu sévère parce que je pense que le cinéma italien, à cette époque-là, il y a eu beaucoup... D'abord, la question le statut de la femme a fait l'objet de beaucoup de comédies, enfin, du rapport extrêmement machiste, la société patriarcale. Enfin, moi, la femme, Monica Vitti, dans tous les films italiens de cette période-là, c'est une actrice qui a la main... Hein, on pourrait dire sur les hommes, même Ornella Muti, même si elle a parfois joué un peu des rôles de plantes, mais il n'y a pas eu... Ouais, je comprends ce que vous dites, hein, mais... Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais je suis sûr qu'en cherchant, on en trouverait d'autres, des films... Ouais. Ça, écoutez, il passe parfois à la télévision, hein, vous pouvez parfois le voir, mais c'est vrai que je crois qu'il n'existe pas en DVD. Non, il passe même pas à la télé ? Ouais. Ouais. Ah bah ça, non, après dans le domaine du piratage, on peut tout trouver. Hein. Bah ouais.
Oui, regardez, vous parlez de Scola, mais des films de Monicelli, Le Bourgeois, Rizzi, il y a encore quelques films très... Il n'y a pas longtemps, on a parlé de Enquête sur un citoyen, hein, de Petri, venait à peine de ressortir La propriété, c'est plus le vol. Un film qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans, et qui pourtant est un film plutôt connu, hein, avec Tonazzi encore d'ailleurs, de Petri. C'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a encore des films italiens, là j'ai pas de titre en tête, mais que je rêve de revoir, ou même de voir, que j'ai jamais vu. Hein. Bien sûr. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas aimé le film? Non mais faut... Tous les personnages sont duels d'ailleurs, comme on l'est tous. C'est pas le résistant idéal qu'on voit dans la plupart des films. En fait, on sent qu'il hésite entre sa vie idéale d'homme, de réussite, mais dans la résistance, et puis cette femme, laquelle il ne va pas résister finalement, il va laisser tomber ses copains. Et je trouve que dès le départ, bon, c'est placé, quoi. Enfin, oui, bien sûr, quand il est dans le lit, bien sûr, c'est sûr qu'au chaud avec les jambons, et quand il se met à la fenêtre et qu'il dit voilà, j'ai les oreilles fraîches, ça a raison de sa résistance. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est-à-dire d'un résistant, on s'attendrait à un personnage beaucoup plus haut en couleur. C'est pas un jugement, hein, au contraire, je trouve ça formidable que dans ce film et dans les films de Dino Rizzi, parce que par fin de femme, on retrouve les mêmes hésitations dans chaque personnage. Et le fanfaron aussi, c'est formidable. Sur tous ces films, c'est vrai. Et je trouve que du coup, il est humain parce que on a du mal à imaginer qu'on puisse être complètement entier et sans hésitation. Enfin bon, on est bien placé pour le dire. Hein. Et c'est ce que je trouve formidable, quoi. C'est qu'à la fois, on l'admire, puis en même temps, on voit ses faiblesses et les autres personnages aussi, d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça qu'on dit que la comédie italienne a été sans doute un des moments ou un des genres les plus formidables, enfin du point de vue presque de miroir de l'âme humaine, indépendamment là pour le coup de l'histoire de l'Italie. Parce que ce qui est beau dans Une vie difficile, c'est qu'on passe notre temps à nous demander, mais au fond, est-ce que c'est l'homme, enfin Sordi, qui a une influence sur les événements, ou ce sont les événements en permanence qui font ce qu'il est à un certain moment, d'où l'hésitation dont vous parlez. Il est partisan là, mais à un autre moment, il sera... Et c'est ça qui est évidemment beau, c'est qu'on ne sait pas si on a affaire à... En fait, moi, il me semble que c'est plutôt un individu qui, par moment, a envie de reprendre la main sur le cours de l'histoire, les événements, etc., et au fond, qui n'y arrive jamais. Hein, je pense que c'est la question, une des questions que pose évidemment, à mon avis, Une vie difficile, c'est la façon dont ce qu'on appelle le compromis, parce que c'est un des grands sujets, des grandes obsessions de la psyché italienne, c'est le compromis, quoi. Voilà, beaucoup de gens à l'époque disaient le vrai problème de l'Italie, c'est le compromis, parce que le compromis, c'est l'immobilisme. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ça que ça voulait dire. Et ce que je trouve très beau dans le film, c'est on a presque le sentiment que le personnage, que c'est une sorte d'apprentissage progressif, on pourrait dire, de la compromission. Et c'est ça qui est beau. Alors qu'on peut se dire, c'est pas de la compromission, il compose, c'est l'équilibre avec le réel, le désir, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est aussi vu souvent comme ça, Une vie difficile. Hein, on oublie la toute séquence de fin lorsqu'il gifle le patron. Ça veut dire qu'en fait, on prend 1h53 du film sur 1h55. Et c'est comment c'est un grand film sur la compromission. Mais pas du tout d'un point de vue qui jugerait négativement ça. C'est ça qui est très intéressant. C'est que le film ne nous dit pas, regardez ce lâche. À l'époque, on parlait de Sordi comme d'un lâche respectable. Non, c'est pas un lâche du tout. Hein. Le film nous dit plutôt, au fond, la compromission, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on apprend. C'est pas la question n'est pas d'être lâche ou pas. Hein. C'est quelqu'un qui tente de survivre, de maintenir des choses un peu, voilà, la famille, sa femme, l'amour de son fils, ses idéaux, plein de choses en même temps. Et c'est pas de la compromission. C'est pour ça que le compromis a souvent un sens très négatif, alors que Sordi se pose la question dans le film. Qu'est-ce qui est dans du compromis dans Une vie difficile? Et on trouve la même chose chez la femme finalement, parce que son idéal, effectivement, c'est l'idéal apparemment de l'Italie, mais en même temps, elle aime cet homme, quoi. Elle y est profondément attachée et on la sent passer en permanence de ce désir d'avoir une vie où il n'y a pas de problème d'argent, et puis cet homme finalement auquel elle est attachée, qu'elle aime. Et je trouve que le personnage de femme est très beau aussi parce qu'elle veut aussi les deux. Elle veut les deux avec ce côté un peu cyclotimique. Quand elle a l'un, elle désire l'autre. Enfin,
Quand elle est avec lui, elle en a marre d'avoir si peu de moyens, etc. Puis quand elle est avec l'autre, elle s'ennuie. Et donc on est toujours évidemment. Et effectivement, les autres personnages, c'est eux les monstres, quoi, parce qu'ils sont tellement, c'est des blocs, alors que Sordi et Léa Massari, ils sont tout en subtilité, ils sont partagés constamment. Mais comme je pense on l'est en permanence, quoi. Hein. C'est pas, à la fois c'est génial de vivre, en même temps c'est. Oui, mais voilà. C'est pour ça que Rizzi, moi je me souviens, je l'avais rencontré en 2006, non un peu avant, 1 an ou 2 avant sa mort. Il était encore très en forme mentalement, Rizzi. Hein, et il me parlait beaucoup de cette question, justement, de l'image qu'on donne de ce que c'est que l'idéal, la pureté. Voilà, cette idée de la pureté, il y a des films qui mettent en scène des êtres purs, totalement, on pourrait dire, à leur cause. Hein. Et Rizzi était toujours très sceptique à cet égard-là, à cause des failles, à cause du côté multifacette des individus. Et lui, par exemple, il n'aimait pas chez Scola, et c'est quelque chose qui l'ennuyait beaucoup, parce qu'il trouvait que Scola s'était perdu, hein, justement en faisant des films qui, à un moment, se prenaient au sérieux ce qu'il racontait. Hein. Et c'est assez touchant de voir, pour lui, Nous sommes tant aimés, c'est un film qui avait tort. Hein, le vrai problème de Ettore Scola, c'est qu'à un moment donné, il veut statuer sur ce qu'a été l'histoire de l'Italie. Là-dedans, il retrouve les défauts de ce qu'on combattait la comédie italienne, à savoir les bons, les mauvais, etc. Ce qui intéresse Rizzi, c'est d'avoir des personnages qui soient un peu kaléidoscopiques, c'est-à-dire qu'on pense effectivement différentes choses, etc. Et surtout qu'on voit bien que Sordi, c'est le contraire de l'idéaliste fanfaron. Vous voyez, celui qui met, on pourrait dire, son idéal, s'en sert comme d'un étendard. C'est un truc que Rizzi détestait absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre son idéal en étendard parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une faiblesse, d'une faille, avoir faim, avoir froid, avoir un manquement, avoir un moment de je sais pas, de peur, être lâche, etc., etc. Et cette idée c'est ça que vous disiez, on le sent dès le début, c'est vrai. Et si on le sentait pas, ça serait plus un film de Rizzi. Je veux dire par là que si on avait affaire au début du film à un résistant sans défaut, net, pur et dur, justement, qui ne cesserait de dire « moi je suis un résistant », etc., etc., au fond, l'évolution du film serait... Enfin, on n'en aurait pas la même lecture. C'est parce que c'est déjà présent au début que le hasard de l'histoire, de petits détails, etc., font qu'il est de ce côté-là. Mais Rizzi nous dit, par moment, il n'en faut pas beaucoup pour que cet homme-là aille de l'autre côté. Et c'est pas pour autant qu'il juge d'ailleurs. Hein. C'est ça que je trouve très... Il y a des films, La Marche sur Rome, par exemple, il a fait un film là-dessus, avec des personnages qui se retrouvent, ou comme dans La Grande Guerre, Monicelli a changé de camp, mais malgré eux. Et qu'ils n'étaient pas mieux parce qu'ils étaient avec les bons qu'en étant ensuite avec les méchants. Et ça, c'est une subtilité de la comédie italienne qui est... qui parie sur l'intelligence. C'est assez beau de dire ça, quoi. C'est-à-dire que c'est... on ne sait jamais ce qui serait arrivé, et donc le fait d'être effectivement quelqu'un qui a un idéal, on appelle ça un idéal parce que c'est du côté du bien, au fond ça tient à pas grand-chose. Et un petit événement de la vie, un petit truc fait qu'on peut basculer de l'autre côté, et qu'on sent que Rizzi freine les chevaux, quoi, en permanence. Il nous dit attention, là le bien, les partisans, pas partisans, regardez, on le met dans un lit, on lui file un jambon, sa presse, son petit journal L'Étincelle, il l'a vite oublié. D'ailleurs, d'un plan à l'autre, il y a 3 mois qui passent. C'est assez beau, hein. Paf, d'un seul coup. Bon. Et puis hop, et après il entend ses copains, et puis d'un seul coup il se remet à être avec eux, il leur apporte, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, du salami, etc. Il laisse tomber sa femme, là, autre idéal amoureux, on est pour toujours ensemble, en un quart de seconde il l'a oublié. Et ça c'est très beau. Hein, c'est très beau, c'est-à-dire que c'est une façon dont c'est des personnages qui sont dans le présent en permanence. Autrement dit, Rizzi ne filme jamais du point de vue rétrospectif de l'histoire. Vous voyez, il n'y a rien de pire que ça. Hein, des gens qui filment un hypothétique présent historique du point de vue d'une histoire dont on sait qu'elle s'est déroulée de telle ou telle façon. Rizzi, il est collé autant qu'il peut, hein, au présent de ces personnages-là. Et le présent, ce qu'après, rétrospectivement, on va appeler l'histoire, ceux qui se sont engagés, hein, lui, il voit bien combien ça tient à pas grand-chose, quoi. Et je trouve ça... J'adore tout le début du film. La façon dont ça joue à pas grand-chose. Oui, oui. Ouais. Ouais.
Oui, et puis ce qui est beau, c'est que quand il retrouve ses copains partisans, pourquoi est-ce qu'il les retrouve? Est-ce qu'il repart avec eux parce que, quand même, l'idéal... Bon, ou alors, il en a juste marre de passer 3 mois en tête-à-tête avec cette femme et qu'il a envie de retrouver ses potes. Et c'est ça, je trouve très beau, parce qu'il y a les deux à la fois, sans doute. Et puis, on n'est pas là pour faire le tri. C'est-à-dire que Rizzi filme toujours à la fois la détermination et l'aléatoire, l'idéal et le hasard. Autrement dit, le côté extrêmement fragile des positions des individus. Ça, c'est un des grands trucs de la comédie italienne. C'est pour ça que la comédie italienne ne peut pas juger. Parce que dès qu'on juge, on oublie cette espèce de fragilité-là, qui fait que, paf, on peut basculer à tout moment. Non, voilà, on peut basculer à tout moment. Et donc, le côté extraordinairement héroïque ou extraordinairement lâche n'est pas dans le vocabulaire de Rizzi. Même s'il y a des petits moments où là, on pourrait dire qu'on a le sentiment qu'il prend vraiment en main les trucs. Voilà, quand il donne la gifle à la fin, là, il le décide. Il le fait au nom d'une dignité, d'un truc qu'il ne peut plus supporter. Mais il y a très peu de moments dans une vie difficile où c'est l'homme lui-même seul qui décide de faire quelque chose pour cette raison-là. Vous comprenez ce que je veux dire? La plupart du temps, c'est oui, bon, ben là, il a fait ça, mais au fond, vraiment pour quelle raison? Et c'est ça que je trouve très, très beau, quoi. Après, on est plus ou moins sensible à l'esprit de la comédie italienne. Attention, hein. Moi, je suis un grand consommateur, admirateur, tout ce qu'on veut. Intimement, c'est quelque chose que je comprends absolument. Et en même temps, je comprends aussi que c'est une langue moi, je connais des gens qui sont pas extrêmement sensibles à la comédie italienne, quoi. Vous voyez, tout ce dont on parle là, ça les touche pas, ça les émeut pas, quoi. Ouais, après c'est. Bien sûr. Oui. Bah oui, bah, désir inassouvi dans tous les sens, parce que, en même temps, est-ce que c'est pas la définition du désir, hein, que ne jamais s'accomplir? Quand il s'accomplit, il ressemble à quoi? À un pantin, à un zombie, il est dévitalisé, il fait peine à voir, il est tout rigide, il a son petit parapluie, voilà. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est l'étincelle, quoi. Mais c'est vrai. C'est la sécurité, oui. Attends, oui, vous avez raison. Il ne faut pas, à mon avis, faire croire que Léa Massari court. Il y en a d'autres des personnages dans la comédie italienne qui sont un peu comme ça. Là, elle ne court pas après le frigidaire. Voilà. Elle ne court pas après la Mercedes. C'est pas son truc. Elle court après un père et un mari qui puissent être responsables, autrement dit, penser pour 3. Voilà. La sécurité dont elle parle, c'est une sécurité, mais on pourrait dire une stabilité de la famille, où chacun joue son rôle. C'est pour ça que Sordi, il est bizarre, parce que Sordi est formidable, l'idéal. Vous voyez, en même temps, il y a un moment où l'idéal empiète sur la responsabilité qu'il devrait avoir en tant que mari, en tant que père. Hein. Et ça, j'aime beaucoup ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'idéal hyper pur. Il n'y a pas ça dans la comédie italienne, il n'y a pas ça chez Rizzi. Hein. Oui, l'idéal pur, mais c'est aussi c'est un confort, c'est une forme d'égoïsme, de narcissisme. Hein. C'est que ça dépend ce qu'on regarde. On peut trouver ça génial si on met des œillères, mais si on regarde tout le tableau global, c'est un peu plus gris que ça, quoi. Et Rizzi oublie jamais de filmer ça. Vous avez évidemment tout à fait raison. Hein. C'est pour ça que le personnage de Léa Massari, il est émouvant et pas ridicule, quoi. Voilà. Sinon, elle serait évidemment ridicule si elle courait qu'après un matérialisme. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup ça dans des films italiens même de l'époque. Hein. Mais elle, non, c'est évidemment pas ce personnage-là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est idéologique là? Enfin, je pense que c'est. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, voilà, c'est pas pareil. Parce que l'idéologie, il y a bien un truc, à mon avis, que les grands cinéastes italiens de la comédie détestent, c'est l'idéologie. Voilà. Ils ont au moins un point commun, ils ont plein de différences, mais c'est l'idéologie. Quand on agit au nom de l'idéologie, ça, ils avaient une espèce de réticence. Mais c'est au moment, la théorie ou la lucidité, c'est-à-dire que tout ce qu'il a refoulé, c'est-à-dire qu'il nous rappelle quand même les bases de cette histoire-là. Notamment la question, les riches, les pauvres, la corruption, comment ils ont eu cet argent-là.
à ce moment-là, évidemment, il y a d'autres films qui font écho à la même période, réalisé Ma base sur la vie de Francesco Rosi, qui est le version très sérieux, on pourrait dire, de ces hommes d'affaires qu'on voit là, évidemment, dans le film. Et puis l'Italie du Sud, l'Italie du Nord, le miracle économique. Ce que nous dit quand même, la façon dont la comédie italienne a montré le miracle économique à l'époque, c'est grosso modo que les gens de l'Italie du Nord se sont enrichis, hein, grosso modo, en exploitant de façon toujours plus violente l'Italie du Sud, hein, qui, elle, n'ayant plus de terre, plus d'argent, etc., s'est mis à monter dans le Nord et est devenue une main-d'œuvre bon marché. La classe ouvrière va au paradis. Le film d'Elio Petri raconte exactement ça. Avec la grande intelligence de la comédie italienne, c'est que ça ne s'arrête jamais de là. C'est qu'il nous explique au bout d'un moment comment même les syndicats, hein, dans la classe ouvrière au paradis, les ennemis ultimes des ouvriers, c'est même pas le patronat, ce sont les syndicats. C'est Camosé, hein. C'est génial. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas une question effectivement idéologique, hein. C'est le moment où la vérité de l'histoire, où il y a une lucidité extraordinaire, où on a presque le sentiment que Sordi, il est un peu plus que lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un peuple derrière, il y a des classes, quoi. Voilà. Et heureusement qu'il dit ça en étant bourré. Vous imaginez Sordi déclamant ce genre de choses-là à jeun. Hein, et on reçoit, nous, en tant que spectateurs, ce type de discours-là, on l'entend, et à l'époque, en Italie, tout le monde sait très très bien ce que ça veut dire, précisément parce que c'est quelque chose qui est bourré, enfin, quelque chose qui est vrai, mais qui peut laisser passer que comme ça, quoi, sans jamais avoir le sentiment de se prendre au sérieux. Mais il faut quand même qu'ils le disent, quoi. C'est ça, quand les barrières sont plus là, ils lâchent le truc que tout le monde sait, personne ne dit, quoi. Je trouve ça très très beau. Ouais. Ah, Sordi, c'est un génie. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais oui, pour moi, c'est le plus grand de la comédie italienne, c'est Sordi. Donc je pense que Gassman, Manfredi, Tonazzi, il y a toute une bande qui sont formidables. Mais Sordi, il y a un sketch qu'on pourrait presque passer d'ailleurs. C'est un des sketchs des Nouveaux Monstres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sketch, il s'appelle La Mama. Vous ne connaissez pas ce sketch? Alors là, il ne faut jamais montrer ça à sa mère, parce qu'elle le prend très très mal. La Mama, ça raconte l'histoire d'un homme, Alberto Sordi, mais 14 ans après une vie difficile, qui serait devenu en fait un petit employé, qui serait contenté d'un bonheur matériel moyen. Par contre, il a une femme, c'est pas Léa Massari, c'est une vraie marâtre, quoi, qui supporte pas notamment sa belle-mère. Et puis un jour, Alberto Sordi a tout fait, hein, évidemment, pour garder sa belle-mère chez eux, parce qu'il l'héberge. Et puis on comprend que ce jour-là, ça va pas être possible. Et donc Alberto Sordi, comme tous les dimanches, emmène sa mère manger une glace sur un mont quelconque à Rome. Mais ce jour-là, ils profitent du fait qu'ils vont sur un petit mont, qui est un hospice qui est pas loin, pour que la Mama, elle aille visiter au cas où l'hospice qui est là. Et puis voilà. Alors je vous en dis pas plus, si c'était qu'il y a un moment où il dit d'accord, mais on verra ça dans 3, 4, 5 ans, mais pourquoi pas, on est là, c'est plutôt agréable, il fait beau, tu viendras nous voir de temps en temps. Et peu à peu, elle commence à se laisser convaincre. Et Sordi, c'est sa mère, il veut pas le faire, mais sa femme le pousse. Il est pris entre sa femme, donc sa famille, et sa mère. Et il dit, mais alors, laisse-moi, on va rentrer, je vais au moins faire ma valise, on ira dimanche prochain. Et là, Sordi qui dit, mais non, sa femme à lui, elle a tout prévu. Il ouvre le coffre et il y a la valise de la mère qui est là. Et je vous en dis pas plus, quoi. Mais ça, voilà, il y a que la comédie italienne qui peut filmer des choses pareilles. C'est extraordinaire, parce que le film est autant du côté de Sordi qui lui en veut terriblement. Parce que là, c'est un cas d'école. Hein, un fils va abandonner sa mère. Comment on fait pour rendre qu'il y ait un peu d'empathie à l'égard de ce personnage-là, même si c'est Sordi qui le joue. Et je vous en dis pas plus, vous verrez le film. Là, c'est un sketch, c'est un segment qui dure 20 minutes, et ça s'appelle Comme une reine. Parce que voilà, traitez-la comme une reine. Voilà, c'est le nom du sketch. Ça, c'est. Après, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Ah ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sketch, c'est une idée de Sordi. C'est Sordi qui a eu l'idée de ce sketch-là. Ouais. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, rendez-vous le 9 avril pour Profondo Rosso.